Aujourd'hui, je vous amène visiter un chantier sur lequel nous sommes en train d'évoluer du côté de Yaoundé, plus précisément au quartier Tinga Village. Il sera question de vous présenter un certain nombre d'aspects concernant l'évolution des travaux. Nous allons également nous attarder sur un certain nombre de détails qui rendent ce projet particulier en termes de qualité et de respect de normes. Alors sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Sur cette chaîne, nous parlons de business, d'entrepreneuriat, de génie civil et d'investissement. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un like et un commentaire afin d'encourager le travail que nous faisons au quotidien. Vous souhaitez rénover, décorer, designer? Alors sachez que notre offre SOS Rénov est faite pour vous. Vous souhaitez devenir rapidement propriétaire à moindre coût? Alors sachez que notre offre Maison 10-15 vous permet d'avoir votre villa sous une durée de 90 jours à partir de 10 ou 15 millions, 17 ou 24 000 euros. Si vous souhaitez en savoir plus concernant ces différentes offres, consultez la description afin de réserver votre call project. À présent, je vais aller vous présenter les principales personnes qui sont sur le chantier afin qu'ils puissent nous guider tout au long de notre processus. Donc là, je suis avec l'ingénieur de ce projet. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Je suis Junior Ninja, ingénieur de construction en génie civil. Donc là, nous sommes avec le chef chantier. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Bon, je m'appelle Osamda Samuel, chef chantier de cette chantier. Donc en gros, c'est toi qui Surveille, organise tout, qui c'est toi qui ordonne surveille. oui, D'accord. le chantier. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour une visite de projet et il sera question pour nous de nous attarder sur un certain nombre d'aspects sensibles pour permettre à d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même expérience que nous de pouvoir comprendre comment est-ce que les choses évoluent pour ce type de projet. Donc les amis, on va entrer dans le vif du sujet maintenant. Et la question que j'ai envie de poser, c'est pour un projet comme celui-ci, quelles sont les dispositions à prendre pour éviter les vols par exemple dans le chantier? Parce qu'il y a des chantiers où lorsqu'on arrive, souvent on se rend compte que les gens ont eu à voler le ciment, les gens ont eu à voler le fer. Donc, quelles sont les dispositions que vous prenez pour éviter que les gens ne volent sur un projet comme celui-ci? Bon, surtout pour nous, le chef chantier, premier des choses, selon le propriétaire du chantier, si le propriétaire a prévu, s'il a sa personne pour venir contrôler le chantier, c'est mieux. Pour moi, je vois, c'est mieux. Bon, s'il n'a pas, on cherche le gardien pour éviter le vol. Bon, chaque soir, moi, le chef chantier, avant de rentrer, peut-être 17h30, je descends, je prends mon cahier de notes, je descends au magasin, je fais tous les comptes, je note et je donne au gardien, je rentre. Le matin, je viens, il me donne le cahier de notes, je vérifie ce que j'ai noté et je compte si c'est ça ou ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça, c'est là où Tu interpelles le gardien. j'interpelle le gardien. Et si je fais le compte, je trouve que c'est ça, je continue le travail. Et chaque matériel qui entre au chantier, c'est contrôlé. Que ce soit le fer, le ciment, tout sont contrôlés. Et on donne le devis de chaque travail qu'on a fait en journée, on écrit les états. D'accord. Donc, en gros, chaque matin avant de commencer à travailler, on se rassure de la quantité de matériaux et matériel qu'on a eu à laisser à la veille. Oui. Et le soir, avant de rentrer, on fait les états pour connaître la quantité de matériaux et matériel qu'on a eu à utiliser, ainsi que ce qui reste en magasin. Oui. D'accord. Donc, merci pour cette réponse. Je pense que pour ceux et celles qui sont sur le point de lancer des projets ou alors qui ont même déjà lancé des projets, cette astuce peut vous permettre de pouvoir mieux suivre votre projet et vous rassurer que les personnes ne puissent pas vous voler sur le chantier. Donc, comment est-ce que sur un chantier comme celui-ci, vous faites pour vous ravitailler en eau? Parce que quand on voit tout ce qui se passe, il faut l'eau régulièrement. Donc, comment est-ce que ça se passe pour le ravitaillement en eau? Pour l'eau, première des choses, ça dépend du client. Parce que payer l'eau et faire le forage, c'est deux choses différentes. Si le client fait son forage, c'est moins de dépenses que de payer. Par exemple, quand on paye l'eau, un cuvette d'eau, c'est 5 000. Et si il a fait son forage, le forage, c'est 1 700 000. Donc, la cuvette d'eau, s'il te plaît, je te coupe pas. La cuvette d'eau, c'est ce qu'on voit là. Oui, la cuvette d'eau, c'est le bambou.
Donc une cuvette comme ça, c'est 5 000 5 francs. 000 francs. Ok. Et s'ils creusent le forage au total, installation, tout fini, c'est 1 700 000. D'accord. Et donc, moi, je vois, c'est mieux de faire le forage. Avant de commencer tout le chantier, on cherche d'abord les géomètres, les gens le foreur. Les gars qui ont qualité pour réaliser le forage. Le forage, ils viennent sur le terrain, ils étudient le terrain, ton terrain. Si on peut trouver l'eau comme ceci, en bas de l'escalier, Ok. bon, on sort le tuyau, on ravitaille l'eau. Ça permet d'éviter les dépenses, surtout pour l'eau. Tu ne peux pas avoir une projet de RE+4 comme celle-ci. Imagine si tu payes l'eau, le qui tenait à 5 000, tu vois qu'à la fin, tu peux te retrouver à 5 millions de dépenses. Donc moi, je préfère que vous cherchez à faire votre forage vous-même, les clients. Donc pour moi, je vois que c'est ça quand même, Pour éviter les dépenses. les dépenses. Mais tu parlais de creuser le forage, mais pour un projet comme celui-ci, tu as parlé de RE+5 tout à l'heure, mais on voit comment vous achetez l'eau en détail. Qu'est-ce Non, qui se passe? On ne paye pas l'eau en détail. Mais voilà le cubiténètre d'eau. Oui, parce que la pompe s'est gâtée. C'est pour ça qu'on a posé cette cubiténaire. Et même si la pompe n'est pas gâtée, on doit poser même 2-3 cubiténaires pour qu'on charge l'eau en soirée, pour que l'eau ne finisse pas en fait. D'accord. Oui, pour qu'on ne cherche pas l'eau demain matin si la pompe a les difficultés. D'accord. Donc en gros, ça permet d'anticiper sur la présence de l'eau. Oui. D'accord. Alors là, nous sommes avec l'ingénieur et il va nous expliquer un détail que j'ai eu à remarquer afin d'éclairer tout un chacun. Donc là, je me rends compte que au niveau de la dalle qui est en cours de préparation, les gaines n'ont pas été passées dans le poteau, du moins dans la poutre. Donc j'aimerais que l'ingénieur explique la raison pour laquelle on a préféré faire passer les gaines à l'extérieur au lieu de le faire passer à l'intérieur des poutres. Ok. En fait, le processus est simple. Si on passe les gaines à l'intérieur de la poutre, vous voyez que cette gaine-là, par exemple, Oui, c'est un vide dans le béton. oui, Du coup, ça crée un vide de béton et ça fragilise la poutre. La poutre va en flexion. Et c'est la partie qui est en bas qui est la plus tendue. ok, Et la partie là-haut, elle est libre. oui, Donc, lorsqu'on envoie donc ça à l'intérieur, le volume, par exemple, ces 4 gaines-là, si c'est cela, ça crée ce volume-là dans dans la poutre. la poutre. Du coup, ça fragilise la poutre. Et c'est pas bon. On peut les conseiller de passer ça à l'extérieur. À l'extérieur. Et lorsqu'on arrive ici, les conseille d'attacher au moins dessus ça. Oui. Ça peut limiter moins les dégâts. Donc les Christians, c'est qu'ils font le plus en bois partout sur l'intérieur. Oui, Pour faciliter la tâche. oui, Bon, c'est pas ça qui fragilise la poutre. Donc on casse même pas là, monsieur n'a pas cassé le poutre. oui. Donc là, on aimerait savoir quel est le type de plomberie que vous avez eu à utiliser pour cette dalle. Le principe qu'on va utiliser ici, c'est au niveau des descentes d'eau pluviales. Mhm. Elles sont un peu à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, là, par contre, on voit les angles là. Donc, Oui. vous marquez les angles comme ça, c'est cette zone où il y a les bouches. Oui, C'est dans cette zone qu'on va venir vous faire une réservation là. oui, Les vecteurs, les angles d'eau vont descendre. Vous êtes à l'extérieur, vous allez voir qu'il y a même pas comme ça, par les tuyaux de pluie. oui. On va faire plutôt dans les bouches et ça pourrait on peut faire en bois ou bien on peut faire comme on va décorer dans la bouche. C'est le même système que ça partout. Donc en gros, les canalisations ne seront pas apparentes. Oui. D'accord. Et même étant ici, on ne va pas pouvoir voir les tuyaux d'eau, les sorties d'eau, non? Oui, Non. Vu que ça permet de descendre, et on pourra le stade qu'on va mettre pour cacher les coudes. oui. Les coudes d'eau pour faire les Et puis, C'est un peu ça. ça va redescendre au niveau des angles de mur, dans le poteau, dans un faux poteau comme tu as Donc, expliqué. oui, pour l'eau, là, oui. D'accord, Ça passe directement dans les vacations routières et rigoles. d'accord. Alors au sommet de ce poteau, on se rend compte qu'il y a énormément de fer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe concrètement à ce niveau? Donc, ici, ce sont les chapeaux. C'est pas ça que vous voyez ça. Ça permet de prendre les efforts qui sont au niveau de ce poteau. Vous allez remarquer que lors des schémas, bon, ça c'est un peu technique. Hein. Ouais. La déformation de la poutre se passe de façon similaire. Elle monte ici. En bas, il faut la rattraper avec un ferraillage. Sauf qu'en général, on a tendance à les négliger. D'où l'importance de ces chapeaux-là. Là, on met les barres dessus, là, toute la montre dessus. Les barres ici, ça ramène la charge au niveau de la fibre neutre. Là, c'est appelé la fibre neutre. Donc,
En fait, le but, c'est que la déformation ne va pas être comme ceci. Ouais, Elle va être constante. d'accord. Maintenant, donc, cette barre-là, c'est pas fait comme en haut, on va peut ramener ce qui est en haut. Comme une fonction, quand on trouve les fonctions, on a les positifs et les négatifs. Ouais, Et donc, on a une ligne neutre. ouais. En haut, c'est positif, en bas, c'est négatif. Donc, le fait du haut là, c'est ça qui fait l'effort là. Et c'est jamais sur le poteau. Le poteau, quand on a la poussée, la charge vers le haut, Ouais, ça ramène dans le bas. d'accord. Donc là, on a les outils qu'on a déjà eu à positionner et poser également les faits dessus. Donc, on aimerait savoir quels sont les paramètres à prendre en considération lorsqu'il faut, par exemple, acheter les outils pour son projet de construction, du moins pour sa dalle. Bon, c'est qu'à solliciter qu'il faut prendre en compte, vu que les outils insertion normalisés. Donc, c'est 50 par 14, oui. Pardon. Et par 20, donc c'est normalisé. Tout important, c'est la solidité. C'est pas que vous pouvez marcher entre les. Vous pouvez marcher sur les outils, ça ne se casse pas. Quand c'est un outil que vous marchez sur ça se casse, ça fragilise la tombe. C'est pas comme on peut rendre. Donc, maintenant, pour vérifier, je ne sais pas, on va tester pour vérifier. Là, sur le sol, ça se casse pas, c'est le bon. Et si on lance tout se casse. On va voir, je crois, quand il a les outils sont solides. D'accord. Alors, on croit dans les quand est intense. Du coup, c'est pas du manœuvre de ne pas marcher. C'est pas une technique pour marcher sur la dalle. Tu marches entre les nervures. Ouais. Pose un pied entre les nervures et ça ne casse pas. Ouais. Alors, lorsqu'on croit dans le manœuvre, là, on va arrêter ça. Ouais. On va marcher même ici, là, entre les là. C'est pas ça, ça se casse. Par exemple, on peut même les brouettes, balancer, taper, tout ça, c'est chaud. Je ne sais pas les approcher.